Bonjour, je suis Kamagurka et pour Kobe Henk, disons que je fais les lettres, je fais les scénarios, mais je suis aussi dessinateur et j'aime beaucoup de dessiner, mais lui, Erzile, il peut dessiner comme... moi, je peux pas dessiner comme lui. Donc, ça m'inspire pour écrire pour lui des scénarios que je ne pourrais pas dessiner moi-même parce que je suis trop fainéant. Je suis un minimaliste de dessin. Je fais le moins de... je suis un peu minimaliste. Et lui, il est plutôt maximaliste. C'est parce que j'aime bien de faire rire, mais aussi de faire réfléchir. Je suis pas que l'homme d'idées, et lui, il n'est pas que l'homme de plasticien. Les idées, parfois, ça commence parce que, par exemple, je lui regarde et j'ai une idée. S'il ne serait pas là, je n'aurais pas l'idée. Je suis fasciné par son nez, je regarde son nez, et il y a des idées qui m'arrivent, par exemple. Maintenant, je vois ses sourcils, et ça me fait penser à Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, La mort, qui a joué. Hein, c'est lui. Par exemple... Max von Sydow. Max von Sydow, voilà. C'est des choses comme ça qui donnent des idées. Kamagurka, c'est un monument, on pourrait dire, en Flandre. Il travaille déjà depuis la fin des années 70, sans compter sa jeunesse où il a dessiné aussi et publié des livres. Pour moi, c'est le meilleur dessinateur de dessins humoristiques du monde. Oh. Il faut être... Oui, totalement. Dessiner un dessin humoristique, c'est aussi un texte, c'est du copywriting. C'est des beaux textes, c'est des bonnes idées. Il s'inspire du surréalisme aussi. Par exemple, Raymond Roussel, c'est un grand connaisseur de Raymond Roussel. Il connaît les classiques dans l'absurdisme, dans le surréalisme. Et ça, c'est ce qui... Alfred Jarry, Lautréamont, Rimbaud et les surréalistes belges ou françaises. Donc, ça, c'est son inspiration, à mon avis. Et ça, c'est ce qui nous lie ensemble. Si ce serait disons, un dessinateur ordinaire, ça ne serait pas intéressant pour moi, mais il est hors du commun. Il a une sorte d'esprit très vivante, très vibrante et très actuel. Ce que nous présente ici à la Galerie Martel, c'est l'avant-garde de l'avant-garde, en fait. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Il faut entrer dans ce monde. En faisant cette peinture, on s'est rendu compte que le pop art, le cause géniale dans le pop art, c'est le sorte de la méditation qui est dedans. On a fait tous ces points, tous ces trames à la main. Donc c'est une méditation. Et je pense le pop art, c'est l'art de la méditation. On pense les années 60, il y avait Suzuki, le grand maître zen bouddhiste en Amérique. René Magritte a dit, il n'aimait pas le pop art, il disait c'est du néo-dadaïsme. Ils ont volé tout du dadaïsme. C'est un peu la même chose. Quand on pense l'urinoir de Marcel Duchamp, c'est du dadaïsme, c'est du pop art aussi en fait. Je crois que c'est aussi un peu une contradiction avec le pop art qu'on fait un héros de bande dessinée, héros de l'histoire de la peinture maintenant. Donc les gens l'ont connu comme bande dessinée et maintenant il commence à vivre dans le monde de la peinture. Et Erzile, Peter, il est tellement bien, il est tellement fort avec la technique qu'il peut se permettre ça. Parce qu'il y a pas beaucoup de peintres qui savent peindre comme Erzile. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi parce qu'il a été à Firenze quand on avait 19 ans. Florence. Il était là pour étudier tous les vieux méthodes de peindre. Il sait peindre avec un œuf et avec... Oui. J'ai vu ça, c'est formidable. Oui. Il ne faut pas oublier que la base de ces peintures, c'est le BD. J'ai fait 43 ans, disons, de BD de Kobe Henk avec Kama et dans ma jeunesse en plus. Donc je fais par exemple 50 ans de BD et ça c'est la base de ma peinture. Donc je suis lié à Kobe Henk. Kobe Henk est une sorte... C'est un individu, peut-être un homme actuel. Il a un humour autiste. Je pense que l'autisme d'aujourd'hui, c'est très honnête.
c'est émouvant aussi. Hein? Oui, il est surtout naïf, c'est une naïveté qu'il a. naïveté. Et la naïveté, c'est quelque chose de très charmant. On a toujours besoin dans une société de naïveté, je pense. Surtout dans ces temps comme maintenant, avec la guerre et l'Internet, la digitalisation et tout ça, on a besoin un peu de naïveté. Comment est-ce qu'on regarde les choses? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ou on ne le ferait pas? Voilà, sans se poser trop de questions. Ce n'est pas évident de recréer une sorte de surréalisme. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons une sorte de néo-surréalisme? Le surréalisme reste la base parce que c'est extrêmement drôle. C'est des bonnes blagues et ce n'est pas vraiment des blagues. Avec René Magritte, on ne doit pas rigoler. Et on peut le prendre quasi au sérieux. C'est beau à voir aussi. Qu'est-ce que Mais tu en moi, penses? j'aime plutôt rigoler. Et on peut rigoler avec le surréalisme. Mais comment produire une... Parfois, le surréalisme m'emmerde. Oui. Comment faire aujourd'hui une autre forme de surréalisme? Ça, c'est un peu Ça, la c'est question. ce qu'on se pose, par exemple, avec Cowboy Hank. Au fond, c'est le surréalisme qu'on a réinventé en noir et blanc, avec des bulles. Je pense que l'œuvre de BD de Cowboy Hank est plus réussie et plus complète. C'est une œuvre surréaliste. La peinture, c'est une œuvre en progression, je pense. Ça, c'est pas fini, et là, c'est une œuvre finie. C'est le surréalisme en BD. Je pense que les surréalistes belges seraient très fiers de cela, en fait. Quand on s'est rencontrés, c'était dans les années fin 70, oui, 70. Moi, j'étais à l'académie, lui aussi, mais je ne savais pas qu'il avait déjà fait des bandes dessinées quand il était petit. Et il m'a montré ça que, je crois, 2 ans après qu'on était devenus des copains, quoi. Et je regardais ça, et je dis, waouh, c'est bien fait. Je ne savais pas que tu faisais ça. Parce que moi, je le faisais dans les journaux. Et lui, il ne t'avait jamais dit ça, moi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais un bon BD, ça commence avec un scénario, avec un script. Oui. Et lui, c'est quand même un grand maître du script, je trouve. Et puis, j'ai vu ça, et ça m'a mis dans ma tête. Et un jour, j'ai commencé à faire un daily strip, un jour, de tous les jours, dans un journal quotidien flamand, de Morgen, de Vooruit, ça s'appelait. Et après 3 mois, j'en avais marre, et j'ai dit, est-ce que tu ne veux pas dessiner? Et moi, je vais faire les scénarios de cette bande dessinée. Et comme ça, on a commencé, et c'était... il dit, qu'est-ce que je dois dessiner? Je dis, il y avait là un magazine des années 30 de comics. Il y avait un cow-boy, et j'ai dit, dessine ce cow-boy. C'était une copie, en fait. C'était une copie d'un cow-boy dans des BD des années 30, je ne sais même pas ce que c'était. Je dois aussi dire, il m'a aidé parce que j'avais la profession d'accordeur de piano, je pouvais gagner mon argent, mais il a écrit des scénarios pour moi, donc je publiais chaque jour dans un journal, j'ai gagné mon pain grâce à lui, en fait. Et on le fait déjà après 45 ans. On est toujours... nous sommes un peu le duo des artistes le plus long, je pense, de l'histoire de l'art. Et c'est parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. Parce que les bandes dessinées, c'est une chose, oui. Mais on a beaucoup fait de théâtre, et de télévision et radio. Et voilà. Et quand on travaille si longtemps ensemble, on devient aussi fasciné, par exemple, par les vieux maîtres gothiques, par l'art médiéval, par Rubens, par le baroque. Ça nous inspire aussi pour des blagues, pour des scénarios, pour des idées. Mais une peinture, par exemple, quand on reprend la peinture de Cowboy Hank qui avec en pomme, en couleur de pomme, avec nature morte de pomme, c'est aussi une histoire, mais il y a beaucoup d'histoires. Moi, je trouve que avec la peinture, on peut faire on peut aller un peu plus loin, et on peut regarder ça pendant des heures. Je dois aussi dire, le BD, on lit vers la fin, vers la chute de la blague, vers la pointe. Et puis c'est fini. On ne regarde pas les beautés des images, mais avec une peinture, on peut méditer là-dessus. On peut la regarder longtemps. Il y a peut-être un hidden joke, une blague derrière l'image. Et ces jours, on vit un peu la faillite de la presse.
Donc le BD, ça ne fonctionne plus, les magazines ne vendent plus, donc la peinture, c'est le nouveau truc pour nous, je pense. Au fond, il n'y a qu'une seule chose qui a de la valeur, et c'est l'objet. La digitalisation, ça démarre qu'avec l'objet qui a été fait. Bon, et ça, c'est la peinture maintenant. La peinture devient de plus en plus importante grâce à la digitalisation des images. J'ai été nourri, surtout avec l'humour français. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'était Harakiri. C'était Roland Topor, par excellence. GB, Choron, Rézet, Wolinski, tous ces gens-là. Ils m'inspiraient parce qu'ils me donnaient un sens de liberté, de l'imagination, qui n'était pas dans les bandes dessinées de Spirou ou Tintin. Ou ça c'était très contrôlé, quoi. On ne fait pas ça, on met un peu plus de fleurs. Mais Harakiri, au fond, c'était le vrai art, comme le art devrait être dans ma tête, c'était ça. C'était Harakiri. Et c'était, pour moi, quand je suis venu à Paris, c'est une autre histoire, comment, mais j'avais, 17 ans, 18 ans. Et puis à 19 ans, j'ai commencé avec Harakiri, en 75, je crois. Et donc, j'étais nourri par cet humour-là, mais aussi, j'ai été nourri par l'humour Monty Python en anglais, les Anglais, et aussi en Hollande. Et ça, quand je venais à Paris, à Harakiri, je voulais leur expliquer ce qui m'était aussi, pour moi, une forme d'inspiration. C'était les Hollandais, c'était Kees van Kooten, MDB, et Wim T. Schippers. Wim T. Schippers, le scénariste de Jeff Van Oekel. Léon Laterreur. Mais aussi il y a Robert Crump, il y a aussi les gens avec les premiers comics underground. C'était pour moi, quand j'avais 17 ans, 16 ans, c'était pour moi c'était tous des divers mondes que j'essayais de rapprocher l'un de l'autre avec ce que moi je faisais au début. Oui, Bushmill et le primitif flamand, je pense. J'avais déjà un abonnement sur le Groeningen Museum à Bruges. Memling, Van Eyck, quand j'avais 11 ans. Moi, je ne connais rien dans l'humour, en fait. Quand je lui ai rencontré, je le trouvais très ennuyeux parce que l'humour ne m'intéresse pas. J'étais dans l'art ancien, sur il voulait devenir moine. Alors je lui ai dit, mais Dieu n'existe pas. Alors il dit, c'est vrai. Tiens. Et je l'ai cru. Mais Dieu existe, hein? Tu me le dis maintenant. Oh, merde. Merde, salaud. Après 43 ans, il faut s'inspirer de ce qu'on aime, je pense. Pour moi, c'est l'ancienne peinture, les grands dessinateurs comme Topor, René Magritte. Et puis, il faut développer sa propre personnage, son propre style. Ça peut prendre énormément de temps. Je pense à l'anecdote de Stan Laurel, qui voulait suivre Charlie Chaplin. Et ça lui a pris 20 ans de devenir sa propre personnalité dans le duo Laurel et Hardy. Ça prend beaucoup de travail. L'humour que nous faisons, c'est très agréable, c'est léger, c'est drôle, c'est fantastique. Mais pour nous, les gens qui le font, c'est énormément de travail. C'est plutôt transpiration qu'inspiration, je pense. L'attentat sur Charlie Hebdo, ça a changé beaucoup de choses, mais nous, on faisait ça depuis les années 80, années 70. Et on ne doit pas changer parce que c'est de l'humour actuel, éternel. C'est pas de l'humour actuel, c'est l'humour, l'éternelle actualité, c'est ça au fond. Peut-être la chance est aussi qu'on ne vit pas dans un empire en Belgique, on est dans un très petit pays et on a la liberté de créer ce qu'on veut. Nous, Charlie Hebdo, c'est la France. Avec nous sommes un peu et ce que nous faisons, c'est un peu plus avant-gardiste que les gens de Charlie Hebdo. Pas Harakiri, je pense. Harakiri a été une énorme influence, surtout dans la gueule qu'ils avaient et dans la brutalité. C'était bête et méchant. Hein? Bête et méchant.
Mais pour nous, les petits Belges, même être bête, on aime aussi être poli, je pense, en Belgique. On enlève son chapeau. C'est plutôt le surréalisme. Mais GB nous a accompagnés, surtout dans la harakiri, pour avoir un aspect très moderne à l'époque. Parce que c'était quand même un peu des vieux babacool, des vieux hippies à harakiri qui travaillaient déjà 20 ans ensemble. Ils avaient besoin d'une nouvelle ère, de nouvelle respiration. Et c'était nous, c'était Kiki Picasso, c'était des gens comme Museau. Voilà.